Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 6 août 2016, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Version un petit peu réduite, mais tout de même. Pas réduite en temps, mais réduite en... grandeur d'individu. Ouais, bah non, toi. Non, ben c'est parce qu'on est tout petit. Ouais, nous, non, ben c'est correct. Conan n'est pas là. T'as dit grandeur d'individu, tu me visais, ok? Je suis petit moi aussi, tu sais. Ouais, non, ouais, mais... Pas comparé à moi. Donc... on va dire en manpower. On va prendre le terme anglo-saxon. Qu'est-ce que je viens de dire là? Donc, mon nom est Éric Lajoie. Bienvenue au Geek Contre-Attaque, édition estivale de 90 minutes. Voilà. Je serai accompagné de deux personnes. Tout d'abord, vous l'avez entendu, Stéphane Goulet qui est ici. Salut. Salut. Yes, qui va servir de co-animateur et de chroniqueur pour Arcade Québec, bien sûr, comme à l'habitude. Merci. Et à la mise en onde, le non moins mentionnable Mikey G. Je mets le bal dans cette réduction balsamique des geeks. Oh. Ouais, ça aurait pu être meilleur. Non, c'est correct, c'est bien. Moi, je veux dire, t'aurais-tu dit t'aurais mis le mic, vu que t'es Mikey G? Ah, ouais. Ok, c'est correct. Bon, on a-tu des geektualités ou on rentre dessus dans nos chroniques? Je sais pas, hein? Je sais pas. Ok, bon, ce qu'on va faire, c'est que c'est ça. On va y aller. Hey, on va parler de quelque chose dont on parle beaucoup dans les dernières semaines. On va-tu les jeux vidéo? Ben oui. Allons-y, jeux vidéo tout de suite. Parce que les jeux vidéo, c'est très important dans la... Vie de ceux qui aiment ça. Oui. L'apport nutritionnel geek. Oui, Ben effectivement. oui. Chronique jeux vidéo! Alors, chronique jeux vidéo, parce qu'on va parler de quelque chose qu'on parle déjà depuis quelques semaines, mais là, on va avoir une belle première partie d'émission qui va nous parler c'est quoi, c'est Digimon Right Now? C'est quoi? C'est ça, C'est Digimon Now. Bibi Lemon. Non, c'est ça, c'est Beyblade. Vas-y. Non, c'est Pokémon Go, c'est ça. Pokémon Go. Ok, lève-la. Yeah. Lève-la. C'est ça, moi aussi je le cherchais, là, c'est spécial un peu. Là. Parlant de Pokémon Go, vous savez qu'il y a eu vraiment beaucoup d'anecdotes concernant Pokémon Go depuis que le jeu est sorti là, déjà quelques semaines. Mm-hmm. J'ai décidé aujourd'hui dans ma chronique vous apporter dans le fond différentes visions de Pokémon Go, donc vraiment des histoires, donc des anecdotes qui sont tous confirmées. Bon, d'ailleurs j'ai fait une petite recherche pour chacune là, et vraiment ça a apparu soit dans un journal là, décent disons là, où il y a eu une entrevue là, dans un média là, disons d'importance. Donc j'ai décidé de vous parler de bonnes nouvelles, de faits divers, et j'ai fait une section aussi un petit peu spéciale là, qu'on pourrait appeler Darwin Awards. Oh, ok. Tu sais c'est quoi les Darwin Awards? Oui, bien entendu. Ceux qui récompensent les gens qui vont... qui meurent de façon un peu de leur faute. Ouais, disons que tu sais mourir disons en faisant des véritables niaiseries là, ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est l'évolution à son meilleur, c'est la loi du plus fort, c'est si t'es trop pas wise pour faire les gestes qui font en sorte que tu restes en vie, tu mérites juste de passer au bat. Donc oui, les Darwin Awards, on les connaît. C'est ça. Donc il y a des gens qui sont décédés, oui, puis il y a des gens qui ont failli décéder et il y a des gens qui se sont blessés gravement. Donc on va parler aussi de cette section là. OK, on va commencer par la première section, c'est-à-dire bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles Pokémon Go. Bonnes nouvelles Pokémon Go. Donc dans les bonnes nouvelles, j'ai relaté pour vous le site, tu connais le site Yelp? Oui, le site de c'est recherche là, hôtel resto et tout ça. Exactement. Qu'on peut mettre des commentaires et tout ça. Donc maintenant, il y a un nouveau filtre sur le site Yelp. Le filtre, c'est Pokéshop Nearby. Ce qui veut dire, dans le fond, il y a un Pokéshop qui est près de soit l'hôtel ou le restaurant que je recherche. Donc, on peut vraiment maintenant dire à sa copine, disons, ce soir, je te sors, et puis en même temps, gamer en dessous de la table, disons, d'une façon très, très hypocrite, en ramassant des Pokéballs et autres, ce qui peut être très, 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 très bien. D'ailleurs, j'ai vu à Québec certains commerçants qui ont commencé à mettre des leurres
sur des Pokéstops qui sont justement près soit de la terrasse ou même du commerce pour justement attirer des gens dans leur commerce. Donc les gens, exemple, passent en jouant à Pokémon, arrêtent au Pokéstop, voient un leurre, donc ramassent une coupe de Pokémon, puis ils voient, mettons, en face, il y a une belle terrasse. Ouais. Pourquoi on n'arrêterait pas pour une bière? Il fait beau. Ça coûte à peu près quoi, 1,39 du leurre, c'est bien ça? Le leurre dure une demi-heure, donc dans le fond, c'est un bon investissement pour, exemple, les bars ou même les chocolateries ou whatever. Moi, je serais curieux parce qu'avec les 2 dernières semaines que ça a été les vacances de construction, j'ai hâte de voir s'il va y avoir des chiffres reliés à ça qui vont sortir éventuellement, de genre, est-ce qu'il y a eu plus d'achalandage à des endroits qui étaient proches de Pokéstop ou pas? Tu sais, si l'augmentation d'achalandage a été plus drastique du côté de ceux qui en avaient près de 2, donc ça peut être intéressant comme chiffre. Je pense même que si j'étais Niantic qui justement gère Pokémon, là, ce que je ferais là, présentement, c'est que j'essaierais de vendre, par exemple, des Pokémon disons spéciaux à des événements ou des choses comme ça. Imaginez, exemple, tu viens au festival d'été et puis t'es pratiquement certain de pogner, disons, le Pokémon rare là, de l'Amérique ou whatever. Donc ça pourrait quand même être très très bien puis se faire sortir les gens pour ça. Tout à fait. Bien sûr, donc on nous dit aussi que un New-Yorkais a attrapé tous les Pokémon de l'Amérique en 2 semaines. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a marché une moyenne de 13 km par jour. Donc bien sûr, il continue à travailler, OK? Mais possiblement qu'il n'avait pas de famille. Là. Donc, il marchait 13 km par jour. Il a, bien sûr, aussi perdu une quinzaine de livres en le faisant. Et en 2 semaines, il a réussi à faire le tour du jeu au complet. En tout cas, au moins ramasser tous les Pokémon. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs objectifs dans le jeu. Donc, ça peut être l'objectif peut-être de tous les ramasser. Mais tu dis l'Amérique du Nord. Donc, il y a des Pokémon qui sont exclusifs à certains continents, à certains pays. Oui, effectivement. Donc, ça arrive. Il y en a pas beaucoup, par contre. Là. J'en ai dénoté peut-être 6 en tout et partout. Là. Il y a Farfetch'd en Asie. Oui. Il y a Kangaskhan en Australie. Mr. Mime en Europe. Donc, ça va par continent. On peut pas avoir Mr. Mime ici. Mais non. C'est un de mes préférés. Ah, mais tu peux l'avoir dans un œuf. Les œufs ne sont pas souscrits aux frontières. Donc, ça, je ne savais pas, par contre. Non, il y a quelqu'un, qui a eu un Farfetch dans un œuf, dans un groupe Facebook de Pokémon Go. Ça, c'est quand même bien. Okay. Mais bien sûr, il y a toujours aussi la façon de aller sur votre ordinateur et de faire croire à votre GPS que vous êtes en Asie, exemple, ou en Europe. Pour le faire. Mais ce n'est pas conseillé par les Geeks Contre-Attaque ni par Arcade Québec. Non, c'est ça. Si vous le faites, là, on n'est pas votre mire, là. Mais faites-les pas. C'est ça. Bien sûr aussi, dans la dernière bonne nouvelle que j'ai recensée pour vous, c'est qu'il y a une étude qui est sortie qui prouve que les gens atteints d'autisme, ce jeu-là les aide véritablement là, à sortir, à communiquer avec les gens. Donc ça les pousse vraiment là, à aller un peu plus loin dans leur dans les relations humaines avec les autres. Là. OK, dans le fond, ça lui permet de socialiser dans un contexte qui est confortable pour eux, étant donné que tu as un point en commun en partant quand tu arrives à un endroit et qu'il y a d'autres gens. Je donnais cet exemple-là, je fume la cigarette, OK? C'est pas quelque chose dont je suis fier, puis je sais pas pourquoi j'en parle en ondes, mais le point est que quand on sort à un endroit où il y a plusieurs gens qui fument, parce qu'on est tous ensemble à faire une activité en commun, les conversations commencent immédiatement. Parce que t'es en train de faire quelque chose. Fait que j'imagine que pour quelqu'un qui est comme socialement qui a de la difficulté, joue un jeu, arrive, voit d'autres mondes qui jouent au jeu avec lui, peut tout de suite se mettre à jaser du jeu. Donc la glace est déjà brisée d'avance. Je l'ai vécu, tu sais, sur mes pauses, exemple, ou sur l'heure du dîner là au bureau, je sors toujours bien sûr depuis des semaines pour aller chercher des Pokémon. Et justement, là, j'ai rencontré, vous saviez, tellement de gens, autant du bureau que de l'extérieur du bureau, là, justement dans le contexte de Pokémon Go. Donc c'est vraiment intéressant. Ça sert pas juste bien sûr aux gens qui ont des maladies, mais bien sûr à même les gens un peu antisociales comme moi là, à rencontrer d'autres personnes. Exactement. C'est comme c'est un bel outil si ça peut être vu comme ça. Ça a ça de positif. Puis c'est un des premiers jeux, je dirais, qui pousse les gens vers le social physique, c'est-à-dire d'être en présence de gens. Parce qu'on s'entend que depuis quelques années, c'était le multiplayer, c'est online, tu sais pas à qui t'as affaire, puis t'as toutes sortes de mélanges de personnes puis d'attitudes. Et là, ce jeu-là, c'est le meilleur des deux mondes. C'est que oui, t'as fait jouer avec des purs étrangers, mais t'as fait rencontrer des gens aussi. Et souvent, par la force des choses. En disant, c'est qu'est-ce que tu as eu comme Pokémon ici? On compare nos Pokémon, on jase un peu de l'évolution, comment on fait, c'est quoi les trucs pour justement faire évoluer les personnages correctement et tout ça. Donc, tu sais, c'est vraiment, il y a vraiment matière à discuter là longuement. Il y a même des couples qui se sont formés au bureau à cause de Pokémon. Donc, ça arrive, oui, effectivement, c'est possible. C'est un icebreaker entre guillemets comme un autre. C'est une façon de débuter une conversation qui avant peut-être les gens étaient gênés, finalement se rendent compte qu'on a plein de points communs et bouf, il arrive. Donc, pourquoi pas? Donc,
Donc, si vous êtes célibataire, mettez-vous à Pokémon ou commencez à fumer. Bon, ça sera pas peut-être bon pour votre santé, mais ça va être bon mais peut-être pour d'autres choses. J'avais aussi entendu parler aussi qu'à une certaine époque, il y avait eu beaucoup de couples qui s'étaient formés suite à la grosse popularité des jeux comme World of Warcraft, étant donné que quand ils se formaient des groupes, il faut rester des mois ensemble à parler et à discuter de tout et de rien pendant des longues heures de grinding où ce que maintenant tu viens, t'es plus focusé sur le jeu. Puis tu discutes un peu de la vie de toute l'équipe, ça te permet de connaître les gens de façon beaucoup plus intime et personnelle que dans un contexte que tu as à faire semblant ou à avoir une façade. Donc ça avait facilité beaucoup de rapprochements. Ces jeux-là en particulier, étant donné la longue relation qu'il faut que tu aies avec tes coéquipiers dans des jeux de ce style-là. Pour avancer, c'est sûr. Exactement. Donc voilà. Ça c'est maintenant disponible sur les phones de tout le monde. Je veux dire, c'est une belle façon de le voir de façon positive, étant donné que là il y a plein de monde qui sont sortis des boulamites pour dire les jeux vidéo, jeune, regarde ce que ça fait, le monde se sac des poteaux de téléphone en char. Non, c'est parce qu'ils regardent le téléphone au lieu de regarder le chemin. Ils le font aussi en textant. Hein, exactement, ils l'auraient fait en regardant d'autres choses. C'est clairement ça. Dans les faits divers, j'en ai trouvé un qui est vraiment intéressant. Là. Vous savez que c'est bien connu que la Chine et le Japon, là, ça n'a jamais été vraiment des amis. Il y a toujours eu des petites tensions là entre les deux peuples. Donc les Chinois ont pris d'assaut vraiment le Japon dans Pokémon Go. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont montés là, des personnages de façon virtuelle. Ils sont allés directement au Japon de façon virtuelle et ont pris toutes les gyms du Japon pour s'assurer vraiment que ce soit tous des Chinois qui les possèdent et non les Japonais. Donc vous voyez cette entre guillemets cette compétition là entre les deux peuples va jusque dans des jeux vidéo. Donc là, j'imagine que certains Japonais depuis la sortie là ont commencé là, bien sûr à reprendre les gyms, mais c'est arrivé, c'est documenté, donc c'est vraiment quand même quelque chose de loufoque à mentionner. Il y a aussi l'armée américaine qui se sert présentement de Pokémon Go pour faire une campagne de recrutement. Donc, ce qu'ils disent, c'est viens dans l'armée américaine, tu vas faire le tour du monde et tu vas pogner des Pokémon d'ailleurs. Et possiblement que la première chose qu'ils font quand tu rentres dans l'armée, c'est qu'ils te disent « Hey! Arrête de jouer avec ton téléphone, le jeune, redonne-moi ça. » Mais possiblement que c'est ça qui arrive, là, je sais pas. J'ai jamais fait l'armée, mais surtout pas aux États-Unis, mais quand même. Dans les premières semaines que Pokémon Go est sorti, l'armée canadienne avait des problèmes avec Pokémon Go parce que des civils allaient sur les bases et chassaient le Pokémon et aussi, pas seulement ça, les militaires en tant que tels chassaient le Pokémon dans des... Puis ça fait des security breach, ça, là. Ben oui, ben c'est ça, dans les zones où ils n'ont pas le droit d'y aller. Là. Et ça m'amène à... je vais juste faire un petit segment. Alors... Oh yeah! Ouh, de quoi qu'on parle, fantôme de Scooby-Doo? On parle Pokémon Go encore. Ouais. C'est juste que Pokémon Go, c'est fait par Niantic. Oui. Niantic est parti d'une compagnie qui s'appelle Keyhole. Keyhole a été fondée, entre autres, directement par des fonds de la CIA. Oh. Alors... si on fait les liens avec la réalité augmentée et que on voit le ratata et on prend une photo quand le Pokémon il est attrapé, la CIA a probablement, avec Pokémon Go, découvert un moyen d'aller dans les chaumières pour nous espionner. Déjà que le FBI était rentré avec les marques de jus d'orange. Donc, hey, on fait une petite pause musicale pour revenir avec les Darwin Awards. Oh. Ça va être intéressant. Fait que, hey, allons-y avec ça. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. Je trouvais ça sur OC Remix, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, puis j'avais pas réussi encore à la faire jouer. C'est tiré de la trame sonore de Super Street Fighter 2, donc New Challengers. C'est la thème de Camille. Ah, ok, je pensais que c'était un message que tu m'envoyais d'après le titre. Non. Ok, An Enjoyable Face Remodeling. Ouais, An Enjoyable Face Remodeling, donc du remixeur Shabogan. On écoute ça, c'est une petite groove, c'est le fun, et on revient tout de suite après pour la suite des Geeks contre-attaque. Parle-moi donc de Street Fighter 2 pendant 30 secondes. Pendant 30 secondes? Jeu de combat dans lequel... Moi, j'avais eu la particularité à l'époque de... J'ai joué à l'arcade, ok, au début, oui. Bien entendu, mais j'ai principalement beaucoup joué console, ok.
Et, D'ailleurs, est-ce que t'as déjà joué au premier? Moi, j'ai jamais vu Fighting le Street, premier de ma c'est vie. dégueu. J'ai jamais vu ça. Fighting Tu sais, Street, c'est vraiment dégueu. tabou. Hein. Quand tu parles avec quelqu'un de Street Fighter, tu peux pas y parler du premier. Ils font comme tout le temps. Ouais, c'est pas bon. Faut pas en parler. C'est le deuxième qui est bon, pis c'est tout. Exactement. Mais parce que le Fighting Street était pas un jeu de combat en tant que tel, c'était un jeu de quest un peu, un genre de side-scroller à Double Dragon, mais pas de profondeur 3D, là. C'était vraiment linéaire. Ça ressemblait plus à Bad Dudes, ok, avec des mauvais graphiques. Et, il avait sorti au Famicom, au Japon. Il a pas sorti au State. Il a pas sorti ici. Me semble Ok, pas. Il a c'est pour sorti ça que en j'ai port jamais par la joué. suite. Fighting Street, ça s'appelait. Ok, je vais aller et essayer le ça. boss de la fin, c'était Balrog. Ok. Et Ken et Ryu, dans le fond, c'était Player 1, Player 2. Ok. Fait qu'il y en avait un blanc, il y en avait un rouge. Puis c'est pour ça que, dans le fond, ils ont le même set de moves. C'était Eric? juste que- Ok. Hein? C'était un test. D'accord. Tu l'as totalement échoué. C'est la raison pour laquelle on va écouter Doctor Who Goes Rock! Bon, ça y est. Hey, un rond de poing. Chiaï! C'est le nom de ma chronique Darwin. Donc, Effectivement.
suite et fin de la chronique Pokémon Go. Donc, on avait parlé un peu des anecdotes, des bonnes nouvelles. On a parlé ensuite des trucs inusités. Et là, on va y aller avec... Je peux te faire un petit fait divers avant d'embarquer dans le Darwin Award. Les astronautes, donc la NASA nous confirme que les astronautes ne peuvent pas jouer à Pokémon Go dans l'espace. Donc, les smartphones qui leur... dans le fond, les appareils qui leur donnent dans l'espace sont munis, n'ont pas d'accès Internet. Donc, effectivement, la NASA a pris le temps d'écrire pour nous souligner le tout. Mais c'est parce que comment tu peux être géolocalisé dans l'espace si t'es au-dessus des satellites qui géolocalisent? Bon, je veux dire, honnêtement, c'est pour ça que c'est dans le fait divers, parce que la nouvelle est complètement utile. Donc, mais quand même, je tenais à vous le souligner parce qu'ils sans compter que si un Pokémon rare à Station Mir, c'est pas tout le monde qui y aurait accès. Là, disons qu'il faudrait peut-être pas y aller. Non, c'est ça. Ou penser y aller. Donc, section Darwin Awards. Oui. Comme on en a parlé tantôt. Donc, ici, j'ai recensé vraiment les décès, mais aussi les blessures ou les risques de blessures graves. Okay. Donc, bien sûr, plus près de nous, vous savez qu'il y a une personne qui a rentré complètement dans la police ici à Charlesbourg avec sa voiture. Ouais, et la police ne s'est pas tassée, donc il n'y a pas touché au mur. Effectivement. Donc, c'est arrivé aussi plusieurs fois aux États-Unis, dont une fois filmée qui était relativement percutante. Là, donc, recherché sur le tout. Je crois que c'est en Pennsylvanie, je crois, je suis pas certain. En tout cas, on voit vraiment la voiture de police, 2 policiers qui jasent ensemble, qui sont filmés par quelqu'un. Puis à un moment donné, la personne rentre dedans. Là, je vous le dis, c'est percutant. Là, ça frappe solidement. Là, donc, mais c'est bon. Donc, c'est arrivé. En Europe, des joueurs, dans le fond, plus précisément en Bosnie, les joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui se sont aventurés proches d'un champ de mines où il y a 120 000 mines répertoriées qui datent justement du conflit de la mi-90 qu'il y avait eu là-bas. Oui. Donc, il n'y a eu aucune explosion, mais le gouvernement a vraiment dit, n'allez pas là. Ouais, c'est ça. Et Pokémon, le jeu de Pokémon a vraiment enlevé les Pokémon dans cette section-là. Mais théoriquement, il y aurait pu y avoir quelqu'un qui piétine les mines en recherchant des Pokémon. Donc ça aurait été un petit peu tragique, mais on l'a évité. Donc c'est quand même bien, ça a été répertorié. Il y a un joueur, histoire vraiment loufoque, ok? Il y a un joueur de l'Oregon qui s'appelle Michael Baker. Lui s'est levé à l'heure du matin. Michel Boulanger. Michel Baquet. Michel Boulanger. Michel Boulanger. Qui aime beaucoup la bouffe. Michael Baker. Donc Michael Baker, lui, s'est levé à 1h du matin pour aller chasser des Pokémon, comme plusieurs personnes l'ont fait, comme je l'ai fait dans les dernières semaines, pour vraiment aller se promener et chasser le Pokémon parce qu'il dormait pas. Et à un moment donné, il rencontre une autre personne, et cette personne-là semble être un autre joueur de Pokémon, l'approche et lui donne un coup de poignard pour lui voler son stock. Et le monsieur Baker en question était tellement un fan de Pokémon qu'il a pas été à l'hôpital, il a pas répertorié le tout. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a continué à chasser le Pokémon et il a même arrêté dans un bar pour aller prendre une bière. Après coup, il se sentait un peu mal, donc il a été obligé d'aller à l'hôpital et on lui a fait une 18 ou 19 points de suture justement pour tout ça. OK, c'est un beau sens des priorités. Donc, on voit tout de suite que des fois, encore une fois, c'est pas le jeu le problème, c'est vraiment la personne. Non, c'est ça, c'est comme un marteau, c'est tout à fait safe, mais tu peux pas empêcher un épais de se taper ses genoux jusqu'à ce qu'il te dise « Ah, mais quand j'arrête, ça fait mal. » Ça fait vraiment mal sur mon genou. Ouais, c'est ça, fait quand j'arrête, ça fait du bien. Okay, ouais. Un autre Darwin Award là, ici, un homme de la Floride a fait feu sur des joueurs de Pokémon à 1h30 du matin. Donc les gens sont vraiment entrés là, chez lui et pensaient que c'était des voleurs et il a fait feu sur eux. Il les a pas pognés par contre, heureusement. Donc encore une fois, ça aurait pu être plus tragique, mais ce n'est pas arrivé. Celui-là que je vais vous parler le prochain est vraiment quelque chose d'exceptionnel, ok? Donc 2 personnes, pas une, 2 hommes. OK? Et là, c'est pas vraiment le fun pour les hommes. Bon. 2 hommes qui chassent le Pokémon ont fait une chute de plus de 90 pieds en Californie, dans un trou, là, dans un canyon, OK? Parce qu'ils chassaient le Pokémon. Donc, ils faisaient juste regarder le téléphone, ils marchaient en ligne droite, et ils sont tombés dans le trou, les 2 en même temps. Et ils en sont décédés. Oh! Donc, regardez ce que vous marchez, boys. C'est commande, là. Tu faut vraiment être pas bon, là. Pour, tu sais, t'as un trou devant toi, tu regardes pas, t'es avec ton ami, tu jases, je pense qu'il y a Pokémon là-bas, là, tu sautes dedans. Honnêtement, c'est les mauvais côtés de Pokémon Go, malheureusement, mais ça peut arriver. Ben, c'est mauvais côté de quelqu'un qui utilise un cellulaire de façon imbécile. J'imagine que la seule façon d'empêcher ces gens-là d'être l'artisan de leur propre malheur, OK, c'est qu'éventuellement, la technologie va nous amener, mettons, le prochain step, d'après moi, pour les cellulaires, va devenir des cellulaires transparents. Ou ce que dans le fond, tu vas voir au travers de ton appareil. C'est que l'écran va être comme... Ça va être en surimposition. Qui le font. J'ai vu des applications de texting là, qui, justement, avec la caméra, là,
te permet de marcher parce qu'on voit vraiment le Exactement, derrière mais le téléphone. éventuellement, ça va se faire. Je veux dire, ce sera pas super compliqué à faire. Hein. Ben, ça pourrait être aussi de se lever à la tête puis de regarder, tu sais, je veux dire, de juste comme être intelligent dans ton approche. Je parle pour les gens qui sont trop moins épais pour faire ça. Moins intelligent. C'est ça, exactement. Parce qu'évidemment que la plupart des gens n'ont pas de problème. Là. Tu sais, je veux dire, Ben. au nombre de joueurs de Pokémon Go, tu sais, je veux dire, il y a des millions de personnes qui jouent à ça. Pas des milliers, des millions. Ça veut dire qu'à ce moment-ci, là, qu'il y est arrivé peut-être une vingtaine d'incidents pas orthodoxes, c'est une partie infime. Dans les dernières statistiques que j'ai vues, il y avait 22 millions de joueurs actifs. Ça veut dire de comptes actifs, ça veut dire que les gens jouent. Là. Donc moi, j'ai 2 comptes, mais j'en ai seulement un d'actif. Donc c'est seulement celui-là là, qui est compté. Et peut-être statistique aussi, pendant qu'on parle de statistiques de Pokémon Go, ce qui m'a vraiment surpris, plus de 60% des joueurs sont des femmes. Ça m'a vraiment étonné, puisque généralement, on s'entend que quand on parle de jeux vidéo, on parle plus généralement de c'est moins le cas depuis quelques années. Là, pour être honnête, c'est un stéréotype qui est en train de complètement se dissiper là, parce que la génération actuelle sont autant nés dans la technologie. Tu sais, la technologie, à une certaine époque, les années 80, je me rappelle, les petits gars jouaient là-dedans avec le père, puis les pères achetaient des gadgets, puis les femmes s'occupaient pas de ça. Ma mère appelait ça un ping-pong, t'imagines? Donc, c'est ça. Et mais là, notre génération présentement actuelle, là, plus jeune, là, c'est surtout, là, à partir de 30 ans descendants, ont été élevés avec la technologie dans les mains. Donc, à partir de là, ça n'a plus de genre. Là. Effectivement. Ce que le gars fait, il y a des produits pour tout le monde, il y a des jeux pour tout le monde. Puis une fois que tu es investi dans un jeu, c'est comme être investi dans un bon livre ou investi dans une série télé. Ça l'attire plus un type de personne en particulier, ça peut attirer n'importe qui. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est un stéréotype qui est en train de disparaître complètement. Puis là, Pokémon Go est une bonne preuve parce que les filles game énormément sur les téléphones. Clairement. Puis de toute façon, c'est accessible à tout le monde parce que tout le monde en a un téléphone comme Exactement. ça. Les filles ont moins de consoles en pourcentage que les femmes versus les hommes. Mais pour ce qui est du jeu portable, je pense que c'est encore avantagé du côté féminin là, pour les gamers de consoles portables. Même à l'époque, ils disaient que Nintendo a fait un sondage à un certain temps, là, dans le temps du DS, je pense, ou pas du DS, mais du 3DS. Du 3DS. Qui venait de sortir. Et c'était presque kiff, là. Ben je vous dirais, quand je fais des festivals avec Arcade Québec puis qu'on rencontre des gens, exemple le Comic Con et des endroits comme ça, quand on parle de quand les gens qui viennent nous voir au kiosque là, qui sont les filles qui viennent nous voir au kiosque nous parlent toujours de Nintendo. C'est toujours tu sais ils me parlent de Link, ils vont me parler de Mario, tout ça. Donc d'ailleurs je me suis toujours posé la question pourquoi un plombier en salopette attirait autant les femmes. Mais ça c'est pas la salopette, c'est la moustache. Oh, OK, possiblement. Oui, OK. Mais tu sais, il faut donner ça à Nintendo, c'est qu'ils ont eu une longue série de franchises qui a resté. Ça a été les premiers à mettre un personnage féminin comme personnage principal d'un jeu majeur. On parle de Metroid. Oui. Même s'ils n'ont pas maintenu leur franchise au niveau des autres, là, on s'entend. Mais je regarde, les filles qui game, de ceux que je connais, sont toutes des fans de Zelda. Là. Clairement, solidement. Là. D'ailleurs, c'est le meilleur mix. Ma copine a un tatou de Zelda. C'est le meilleur mix de jeux d'aventure, de jeux de puzzle, d'action en même temps, puis de storyline qui s'enfarge pas dans des complexités imbéciles à la Metal Gear Solid où ce qu'il faut que tu aies quasiment lu des documents sur la Deuxième Guerre mondiale pour comprendre l'implication. Non, faut que tu travailles à DARPA. Exactement, alors que c'est plus une histoire qui viscéralement va être facile à comprendre puis à s'investir dedans. C'est des jeux qui vont être immersifs là-dessus. Donc, puis veut pas, les jeux aussi très avec une propension plus artistique, plus abstraite, ont eu beaucoup de succès dans les dernières années aussi. Ce qui va plus plaire aux filles, bien sûr, les jeux qui vont avoir une ambiance. Qui va builder là-dessus. Ouais. Les gars, au retour de la courte pause, on va parler avec Pierre Courtemanche. Oh! Cool. Mais juste avant d'aller en pause. Ouais. Juste avant. On vient de parler pendant une demi-heure de Pokémon Go. Hey. Je veux que tu nous parles de quelque chose, Stéphane, parce que c'est un projet qui finalement va avoir lieu. Oui, effectivement. C'est officiel, fait que donc. Je vous en parle très rapidement. Ok, c'est que Arcade Québec, qui est un podcast là, sur le jeu vidéo et exclusivement sur le jeu vidéo enregistré à Québec. On fait un contenu à toutes les semaines. Là, ok, on organise un voyage pour aller chasser le Pokémon à Central Park à New York. Dans la grosse pomme. Effectivement. Donc ça va être on part le 26 au soir. Ça va être le 27 et le 28 où on chasse le Pokémon. Bien sûr, c'est un voyage là, vraiment pour les tripeux de jeux vidéo.
vidéo. Il y a 56 places de disponibles. Pour l'instant, on doit être à peu près à moitié des inscriptions. Là. Donc, j'en ai géré beaucoup hier. Là. C'est rentré énormément. Là. Donc, beaucoup de visibilité avec ce fameux événement-là. Donc, venez, inscrivez-vous. Vous allez sur arcadequebec.com qui est notre site. Il y a un formulaire à compléter. Ça vient directement à moi. Je vous réponds. Et puis, ça coûte 165 $ en occupation quadruple et 190 en occupation double. Toutes les taxes sont comprises sur ce prix-là. Donc, comme je vous dis, là, ça comprend l'aller-retour en autobus de luxe là, à New York, bien sûr. Et ça comprend aussi une nuit à l'hôtel. Donc, puis l'hôtel, là, justement, vous l'avez là, dans la publicité. Là, vous pouvez cliquer, aller lire, là, aller voir. Donc, c'est un hôtel qui est vraiment là, très, très bien. Donc, c'est pour les tripeux de jeux vidéo. Et si vous avez, disons, de la difficulté à convaincre votre copine de vous suivre ou votre copain de vous suivre, vous n'êtes pas obligé de jouer à Pokémon Go toute la fin de semaine. C'est une fin de semaine à New York pour un prix vraiment raisonnable. Donc, c'est une fin de semaine libre. Et en plus, on va jouer au Pokémon ensemble. Et en plus, on fait un podcast live directement. Live, enregistré devant public. On pourra pas, bien sûr, le faire live sur Twitch, là, mais on va l'enregistrer devant public avec vous à Central Park. Ouais, effectivement. Nice! Donc, merci de m'avoir laissé l'opportunité de vendre. Ça va être super de fun. Donc, s'il y a certains de nos auditeurs ou n'importe qui, dans le fond, qui a envie de se joindre au groupe, là, ça risque d'être un trip tout à fait mémorable pour les gamers. Donc, allez sur arcadequebec.com. Une petite fin de semaine à New York pour 165 $. Donc, tout inclus. Tout inclus. OK, donc on part en petite pause. On revient tout de suite après avec Pierre Courtemanche. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaque dans un instant. Ouais, c'est ça. C'est des chips de 6 pouces de large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité c'est du Saint-Doux. Ouais, puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble. Oh my God, qu'on est rendu loin. Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, Star Wars, Square Enix, Final Fantasy, dans la série qui... Revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie des Geeks contre-attaque. Et on parlait de jeux vidéo, là, puis de Pokémon Go dans la première demi-heure. Une chose que je veux spécifier là, à tous les fans de l'émission là, de longue date, Simon Boucher qui est pas présent en studio présentement aussi. Là, on est à 3 jours de la sortie de No Man's Sky. Pour vrai? Oui. C'est mardi prochain. Mardi prochain. Donc, ça se peut qu'on vous en parle en fin de semaine prochaine, parce que c'est possible que je me le procure. Donc, c'est possible qu'on ait joué un peu. Donc, ils ont annoncé, même pour ceux qui avaient fait la version, qui avaient acheté une version pre-release, ils vont wiper tous les serveurs avant le release du jeu, dans le fond que tout le monde va starter dans un univers frais. En même temps, là, c'est ça. En même temps. Donc, ça s'en vient. On va avoir un petit délai sur la sortie PC, par contre. Ceux qui voulaient jouer PC avec Steam, qui l'ont acheté en pre-release, ça va sortir peut-être dans 2-3 semaines plus tard. Là. Et j'ai vu un article croisé ce matin, j'ai pas la date exacte. J'ai vu un article qui parlait de 3 jours de retard, puis un article qui parlait de 3 semaines. C'est ça. Ça fait qu'en tout cas, d'ici la fin août, ça devrait être disponible sur PC également. Mais en tout cas, moi, j'ai mon PS4 et je vais probablement jouer cette semaine. On va vous donner un petit review de ça là, dans l'émission de la semaine prochaine. Donc voilà. Mais pour l'instant. Pour l'instant. Les Geeks du contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine. Et ce qu'on a comme invité de la semaine, c'est un de nos fans de la première heure qui est présentement en direct d'un événement. C'est Otakukon, je pense. Otakuton, regarde, ok, là j'étais proche. Pierre Courtemanche, salut. Salut tout le monde. Donc, voilà, donc t'es en direct de là-bas, ça a commencé quand ça? Ouais, en direct, on va dire, avec un léger délai, on dirait. Ouais,
À peine. Donc, c'est ça, ça a commencé quand, l'Otakuton? L'Otakuton, depuis l'année passée, c'est pas compliqué, Otaku Marathon, donc Otakuton. Voilà, alors donc, depuis l'année passée, ça fait très longtemps que c'est 3 jours, donc le vendredi, le samedi, le dimanche, sauf que depuis avant, ça commençait le vendredi soir, genre tu célébrais souper, tu sais. Mais non, à ça, maintenant, ça commence assez tôt, je pense 10 ou 11 heures le matin, le vendredi, donc très difficile, il faut prendre congé absolument. Ouais. Donc t'es là depuis hier matin, si je me trompe pas. Non, moi je suis arrivé hier. Ah, t'es arrivé hier dans la journée, ok, ouais. Exactement. Alors donc, c'est comme les autres années, donc la démesure en termes d'animation japonaise, de geekerie à saveur asiatique, de jeux vidéo, bref, c'est comme les autres années, mais toujours un petit peu plus gros. Oui. OK, donc pour ce qui est de l'occupation présentement, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur place à l'heure où on se parle? Regardez, j'ai de la misère à me frayer un chemin, m'emmener jusqu'ici. Mais là, pour l'instant, j'ai réussi à trouver un coin relativement calme, à côté de juste deux cosplayeuses de la magnifique émission Ladybug. Oui. Soit dit en passant, c'est à quel endroit que ça se passe? C'est au Palais des Congrès de Montréal. Ben oui, proche de l'hôtel international, intercontinental, parce qu'on a fait ouais, c'est ça. Donc, c'est tout le premier plancher, c'est le deuxième étage, c'est... Ah non, c'est le Palais des Congrès au complet. Au complet? Oh, OK. Le deuxième, le cinquième et le septième étage, il y a presque aucune pièce qui n'est pas utilisée. Auparavant, il y a déjà eu des partages avec d'autres événements, mais le Otakuton est rendu aussi gros que le Comic-Con, donc ils prennent toute la place. OK. Donc, cette année, pour ceux qui ont l'intention on est samedi dans début d'après-midi, donc il y a encore des événements qui vont se passer ce soir et demain. Qu'est-ce qui est annoncé dans les incontournables cette année? Il y a énormément de choses à faire à Otakuton. On peut commencer d'abord par quelques invités d'honneur. Oui. Atsuko Tanaka, vite de même, ça vous dit sûrement rien, mais si je dirais le Major Makoto Katsunagi dans Stand-Alone Complex, je pense que ça vous parle un petit peu plus. Oui, peut-être un peu plus, oui. Oui. OK. Ensuite, Takeshi Obata, le dessinateur de Hikaru no Go. Okay. Arina Tanemura, la dessinatrice de Full Moon Wasagashite. Bref, des gros noms. C'est parmi les premières fois qu'on a des mangaka très connus du Japon qui viennent ici. Oui, parce que c'est pas le genre de se déplacer souvent là, outre-mer là, pour leur œuvre. Là. On sentait qu'il y a certains événements spécifiques, mais qui viennent à Montréal, c'est pas souvent. Parlant encore, il y a aussi des invités extrêmement spéciaux parce que pas physique. On parle ici de IA, la plus récente Vocaloid, qui est en spectacle ici. Ah oui, le spectacle avec l'hologramme, là, la fille animée là, qui est un hologramme qui fait des shows. Oui. Là. Tout le monde connaît plus Hatsune Miku dans le fond, la Vocaloid, mais IA est une des plus récentes versions qui est capable de faire beaucoup plus de voix, dans le fond, beaucoup plus de langues, devrais-je plutôt dire. Et IA étant, si que je ne m'abuse, capable de faire un peu de français, alors elle va chanter ici, mais elle est surtout spécialisée pour l'anglais. Alors, IA fait un spectacle ici. En plus de ça, on a comme invité spéciaux l'orchestre du jeu vidéo. OK. Bien, ça c'est très bon. Et on pourrait continuer aussi avec une personne de notre petit coin de Québec, Mel Gosselin, une auteure de la ville de Québec qui est invitée aussi, ainsi que plusieurs autres personnes avec certains ont des noms assez difficiles à prononcer, alors je ne me risquerai pas. Hey Pierre! Oui. Je pense à ça. T'es pas juste visiteur à cet événement-là, t'es aussi conférencier / panéliste.
Exactement, je suis panéliste. Justement, je sors tout juste d'un panel sur le Canada dans l'animation japonaise. Dans le fond, des animés qui parlaient du Canada. Et étonnamment, il y en a beaucoup. Okay. Il y a ça. Donc, hier, j'ai fait un panel sur les otaku de l'âge du VHS. Donc, là, je suis plus dans ma talle. Là. C'est plus dans ma talle, ouais. Oui, c'est ça. Alors, demain, je parle aussi de l'excellent animé Sailor Moon, qui est rendu à sa 3e saison pour sa série Crystal, qui est la nouvelle version. Et on ferme aussi la convention avec un panel sur les otaku de l'âge... les animés old school de 1980 à 2005. OK, ouais. Puis 1980, on parle de ceux avec lesquels j'ai grandi, là, ceux qui étaient soit des versions japonaises avec beaucoup de changements pour se plaire à un public plus occidental. Là. On parle de Gatchaman, dans le fond, qui est devenu la bataille des planètes, dans lequel on avait rajouté un nouveau personnage dans la série, puis qu'on avait fait des scènes coupées. Peut-être aussi Grandizer, qui est devenu Goldorak, qu'on connaît bien ici aussi. Aussi les pour les États-Unis. Exactement. Puis les collaborations France-Japon. Il y en a eu quelques-unes. Ulysse 31, les Cités d'Or, Ulysse 31, etc. Donc, ça a fait partie de notre jeunesse plus qu'on en a l'impression. Beaucoup de séries de cette époque-là étaient soit japonaises traduites ou des collaborations avec différents autres pays. Donc, les Japonais ont dominé notre enfance bien malgré nous. Absolument. Yes, et c'est pas un reproche du tout. Moi, j'adore cette culture-là, mais surtout l'ambiance que ça mettait à l'époque, parce qu'il traitait le public de façon avec des sujets très sérieux, très adultes, très matures, même si c'était visé vers des enfants, alors que les séries américaines étaient très infantilisantes, très puériles, très en surface. Et alors que des séries, je me rappelle, tu sais, Rémi sans famille, là, c'était sur le bord de la presse tout le temps, avec des morts tout le temps, puis tu sais, c'était pesant. Rémi sans famille, qui était un des rares dessins animés japonais qui était en 3D, mon cher. Fait que tu mets des lunettes rouge-bleu, là, puis t'étais capable de les voir, de voir les lignes en différentes distances. OK. Ça, je l'ignorais. Il y avait une version 3D. OK. Il y avait aussi le Petit Prince orphelin, comment ça s'appelait l'affaire de... voyons, Hachi. Ouais, c'est ça, l'insecte, là. C'était brutal. Il y avait des morts à côté, puis l'affaire de méthane aussi, puis... C'était pas... c'était ça. Ça y allait autour. Albator, c'était beaucoup de... Je te dirais... c'était du pro-misogynie à quelque part, parce que les bad guys se trouvaient être des femmes d'une grande beauté, svelte, qui se trouvaient être l'ennemi. Fait que là, c'était un petit peu bizarre comme message que ça passait, mais reste que l'ambiance, la musique. Et souvent, la musique était réécrite par des artistes français pour beaucoup de ces séries-là, avec un brio incroyable. Goldorak, toute la trame sonore a été refaite. Albator aussi. Parlant de musique, ici, on a un groupe japonais qui s'appelle Backon, qui est apparemment très populaire là-bas, qui a fait des intros et des thèmes de fin de plusieurs animés. Okay. Alors, je les ai entendus, ça rock, mais solide, là. C'est le fun, ça! Sinon, parmi les autres choses qui se passent, premièrement, quelque chose qu'on peut pas rater quand on vient ici, c'est les cosplayers. C'est ce que j'allais parler, ouais. Avec des costumes de plus en plus époustouflants. J'en ai croisé une coupe aujourd'hui avec des ailes. Ok, c'est extrêmement difficile à faire des ailes parce que il faut trouver un moyen de les faire fixer dans son dos. Alors, j'en ai trouvé énormément gros, puis je vous dis, ça prend de la place en plus. Mais bref, c'est absolument magnifique. Et parlant de cosplayers, je sais pas si vous vous souvenez, l'an passé, je vous avais parlé de 2 Québécoises, Jessie et Félicia, qui avaient gagné le World Cosplay Summit ici au Canada. Donc, ils avaient été choisis pour représenter le Canada au Japon. En ce moment même, elles sont au Japon. Et hier soir, à 4 heures du matin, elles ont gagné la demi-finale. Donc, 2 Québécoises qui risquent de gagner le mondial de cosplay directement au Japon. Exactement. Wow. Elles ont gagné grâce à une présentation originale très, très, très différente des concepts des autres cosplayers, des autres challengers là-bas. Et beaucoup de pays qui représentent le monde entier. Il faut vraiment leur envoyer des ondes positives. Parce que ce soir, à 3h ou 4h du matin, il va y avoir la finale
Et ça va être c'est là où ça passe, où ça casse. On le sait pas. On espère, on prie pour elle parce que c'est deux filles absolument fantastiques de la belle ville de Québec. Yes. On pourrait représenter non seulement le Canada, mais le monde. Yes. Hey, c'est le fun ça. Eh ben, l'événement se poursuit donc c'est jusqu'à demain, c'est ça? Oui, jusqu'à demain dans les environs de 17 heures. OK. La journée, rien que ce soir, c'est encore extrêmement chargé. Il y a à commencer par la mascarade de ce soir qui va être absolument époustouflante. Alors, si vous partez immédiatement, vous allez arriver à temps pour la mascarade. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est dans les prochaines semaines, on pourrait se voir en studio. Tu nous parles de ton résumé de l'événement. Peut-être un peu d'animé ou quelque chose du genre. Donc, hey, merci beaucoup, Pierre. Ça me fait plaisir. Salut les geeks. Yes! Et on se reparle éventuellement. Donc, c'était Pierre Courtemanche en direct du Otakuton à Montréal, au Palais des Congrès. C'est dur à dire. Faut juste que je prenne mon temps. Hein? Ben oui. C'est ça. OK. Bon, ben, parlons de prendre son temps. On va prendre le temps d'écouter de la musique. Ben oui. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Et là, j'ai choisi une pièce de la trame sonore arrangée, qui venait avec le jeu Shovel Knight. Shovel Knight, c'est notre thème sonore au Geek Contre-Attaque depuis maintenant 2 ans. Trame sonore sensationnelle, un jeu old school, comme c'en est peu fait avec le ton juste, l'ambiance juste, le gameplay le fun. Donc, quand le jeu est sorti, il était disponible une trame sonore officielle du jeu et aussi une trame sonore réarrangée, approuvée par les concepteurs du jeu. Donc, tu avais là-dessus beaucoup d'extraits des bandes-annonces du jeu qui étaient sortis, des genres de mash-up et tout ça. Et aussi des réarrangements de toutes les pièces par différents remixeurs réarrangeurs. Donc, cette fois-ci, on va entendre quelle pièce déjà? Je pense que c'est Green Waves. C'est ça. Green Waves du remixeur Mono... J'arrête de me rappeler son nom là, par cœur. Là. Green Waves, Plains of Passage, mais son nom m'échappe. Ok, je pense que c'est Mono Shimo, quelque chose du genre, là, mais bon, cette valeur, il n'est pas écrit dans le... Ok. Donc, on écoute ça. C'est sur l'album The Arranged Soundtrack of Shovel Knight et on vous revient tout de suite après pour la suite des Geeks Contre-Attaque.
Donc, on vient d'entendre la pièce Green Wave, Plains of Passage, de la trame sonore réarrangée de Shovel Knight. Shovel Knight, tu y as joué, j'espère? Oui. Shovel Knight, c'est vraiment, si vous avez un PlayStation Vita, là, allez vous le chercher, ok? Si vous n'avez pas de PlayStation Vita d'ailleurs, allez vous en acheter un, ok? Bon, premièrement. Mais deuxièmement, si tu as un PlayStation 3, un PlayStation 4 ou PlayStation Vita, c'est un cross-buy, donc ça veut dire que tu l'achètes une fois puis tu l'as sur les 3 consoles. C'est juste un chef-d'œuvre, là. Donc, allez jouer à ça, là. C'est pour les gamers là, d'un certain âge, imaginez un mélange, le meilleur des mondes entre Mario 3, la série de Mega Man au NES et DuckTales. Oui, c'est le meilleur. Sa meilleure description. Castlevania un peu aussi. Même un peu Castlevania à la limite. Au niveau graphique, oui, effectivement. Donc, vous voyez que les influences sont directes. Les hommages sont vraiment clairs là-dessus. Mais le jeu, c'est ce feeling-là. Ces jeux-là, t'as le fun. Lui, il a le fun aussi. Il prend les meilleurs éléments de tout. Il vous garoche ça dans un beau petit packaging avec une musique tripante, un gameplay tight, là. Mais vraiment, là, puis des bonnes jokes aussi, là, tu sais, dans le fond, il y a vraiment, tu sais, imaginez, là, la prémisse, c'est vraiment, donc, t'es un chevalier qui se bat avec une pelle. Donc, Shovel Knight, ça le dit. C'est merveilleux. C'est juste merveilleux. Je vous le dis, si vous l'avez jamais fait puis vous vous considérez gamer, je veux dire, go. C'est un cadeau que cette compagnie-là, Yacht Club, vous fait. Dans le fond, c'est comme, c'est un beau voyage dans le temps nostalgique, Shovel Knight. Hautement recommandé. D'ailleurs, c'est notre thème sonore en grosse partie à cause de ça. J'avais adoré la trame sonore de Jake Kaufman, mais c'est... Ça doit faire 4 fois que je fais le tour sur mon PlayStation Vita. Je vous le dis, c'est fou, là. C'est juste fou. Oh, il y a le fun. Donc. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Chronique en vrac, on a un peu abordé ce sujet tantôt de No Man's Sky, ok, à propos de la sortie. Mais tu me parlais d'une appréhension que les gens ont. J'ai lu plusieurs personnes qui l'ont joué depuis. Bon, c'est sûr que quand un jeu sort, les jours d'avant, il y a plusieurs personnes qui ont mis la main dessus déjà. C'est une version dans le fond de prélancement pour les critiques, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont réussi à faire le jeu, donc l'histoire du jeu, donc se rendre au centre de la galaxie, qui est l'histoire, la prémisse du jeu, en une trentaine d'heures. Donc ça faisait un peu. Donc beaucoup de gens étaient consternés par ça, en se disant, ah mon Dieu, vous m'avez vendu une galaxie, un jeu dans lequel il y aurait pratiquement pas de fin, ce serait pratiquement impossible d'aller au centre de la galaxie et tout ça. J'ai lu beaucoup là-dessus. Est-ce que toi ça te fait peur là, parce que tu m'as dit que tu l'achèterais? Moi, ok. Bon, mon point est le suivant. C'est que si le jeu se fait de façon pressée en 30 heures, ça enlève rien au côté vaste du jeu, puisque, exemple, pourquoi Skyrim, encore aujourd'hui, va avoir une version remasterisé l'année prochaine. Et il y a encore un univers de modeurs qui font beaucoup de modifications aux jeux encore aujourd'hui. Parce que les gens se contentent pas de faire la quest principale. Puis j'ai 900 heures de mise sur Fallout 4, j'ai pas encore fait le tour, puis j'ai pas l'intention de le faire à court terme, parce que je veux aller explorer d'autres choses, je veux me promener pour... Si un jeu te récompense en explorant le jeu, pourquoi tu focuserais seulement sur la main quest? Ben d'ailleurs... Tu ferais juste ça. Tu sais, je veux dire... D'ailleurs, t'en parles, là, justement, si vous jouez à tous les jeux de Bethesda, là, donc vraiment, tu t'as parlé de Skyrim, t'as parlé de Fallout que ce soit le 3e ou le 4e, n'utilisez pas l'option de voyage, de fast travel. Ça change complètement l'expérience. N'utilisez jamais le tout. D'ailleurs, on est en train de faire sur Arcade Québec, là, présentement, dans les Twitch. Le survival mode? On fait fast travel. On joue à Skyrim, puis on fait aucun fast travel. Donc, on utilise vraiment soit le cheval ou la charrette là, pour aller d'un endroit à l'autre. Oui. Ça donne une profondeur au jeu. Vous trouvez vraiment là, des choses qui arrivent random un petit peu comme ça un peu partout là, des encounters qu'on appelle là, dans le donc en français c'est des random encounters, des rencontres aléatoires merci mais qui arrivent puis ça donne vraiment une profondeur au jeu. Puis mon dernier playthrough en guillemets dans le fond ma dernière quête de Skyrim que j'avais fait, je l'avais faite sans fast travel aussi, là, sans voyage instantané. Et ça m'a fait découvrir dans le fond la map d'une façon différente, dans le sens que tu te rends compte qu'il y a des pancartes qui disent telle place, ça va tel village, telle place, que tu te sers beaucoup plus en n'ayant pas de fast travel parce que tu n'essayes pas toujours de checker ta map. Tu essaies de t'orienter visuellement. Ça te fait explorer des endroits que tu n'avais jamais été avant parce qu'une fois que tu avais fait le raccourci,
La première fois que j'étais à Winterhold, on a rencontré un personnage sur le bord de la rue, là, puis sa charrette, il manquait une roue. Là, il dit, aide-moi par rapport à ça. Dans le fond, bon, il essaie de te crosser en bout de piste, là. Ouais. Mais je veux dire, grosso modo, tu sais, c'est vraiment bien. Puis ce personnage-là, moi, j'ai joué des heures et des heures à Skyrim, je n'avais jamais rencontré ce personnage-là. Et si vous le jouez sur, tu parlais des mods tantôt, donc la façon de modifier le jeu, là. Donc ça s'en vient sur console, sur entre les générations actuelles. Oui. Mais quand on le stream, là, on a 125 ou 124 mods d'installer. Et je vous le jure, là, le graphique est hallucinant. Non seulement ça, il y a un mode très populaire parmi les mods les plus utilisés pour Skyrim qui s'appelle Frostfall. Et ce mode-là change complètement la façon d'approcher le jeu parce qu'il gère le froid. Donc t'as à te protéger du froid avec des nouveaux équipements, de la fourrure et tout ça. Et tout se bien de pas aller te baigner. Et quand tu vas à des endroits plus enneigés ou qu'il y a des tempêtes, et il faut que tu te dépêches de te rendre à des endroits pour pas être endolori par l'hypothermie et tout ça. Donc, vu que ça se passe l'hiver, ça rajoute un élément de gameplay puis de survie qui est hallucinant puis qui te fait gérer tes voyages différemment si tu fais pas de fast travel. Parce que Frostfall élimine le fast travel quand tu installes le mode. Donc, puis quand tu vas dans l'eau, tu meurs pratiquement automatiquement. Il faut que tu te dépêches de sortir de là, de mettre un autre pièce d'équipement qui est sec. Et tout ça. Ah non, c'est capoté, là, ça gère tout. Là, un autre jeu qui gérait ça, le froid, correctement, c'est le dernier Far Cry, le Primal. Quand tu allais vraiment dans le nord de la map, là, il y avait un certain moment où tu passais une genre de ligne imaginaire, où vraiment tu avais toute la notion de froid comme ça qui était intéressante. Je savais pas qu'il y avait un mode comme ça dans Skyrim, je vais l'essayer. C'est un mode très populaire, ça s'appelle Frostfall, je le recommande chaudement, entre guillemets. Donc, OK, il était 59, on va passer à la dernière pause, et après, on va vous parler de cinéma, parce que j'ai un beau petit sujet à jaser, donc on vous revient au Geek Contre-Attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse, et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks Contre-Attaque, fait que watch out. À CKRL 89,1. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des Geeks Contre-Attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, vous pouvez boire un verre d'eau. Hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie. J'ai plus rien à dire, là. Nous sommes de retour pour le dernier tiers de l'émission Les Geeks Contre-Attaque en ce samedi 6 août. Je peux me permettre de partager ce que je viens de vivre avec toi? Oui, si tu veux. Donc, je suis impressionné. Là, j'ai tombé en bas de ma chaise 2 fois. Donc, tu as un Rubik's Cube ici en studio. Oui. Donc, tu l'as défait devant moi en me parlant et tu l'as refait. Et il y a un dernier bout que tu as fait, les gens de, mettons, 15 derniers moves. Tu l'as fait en me regardant et pas en regardant le Rubik's Cube. Oui. Et maintenant, là, il est complet. Donc, il est vraiment là. C'est une passion que j'ai développée il y a peut-être 2 ans. J'en avais parlé au Geek Contre-Attaque dans l'indifférence totale de mes collègues de l'époque. Mais non, j'aime ça. Je te le dis, je suis impressionné. J'ai rarement vu ça, là. Je pourrais peut-être faire une chronique à un moment donné sur l'origine du Rubik's Cube, les différentes sortes qui existent, tout ça. Peut-être trouver quelqu'un qui connaît plus ça que moi pour y en parler avec lui. Mais c'est une passion que je me suis découvert, ça m'occupe dans l'autobus. Je suis un gars qui a pas de cellulaire, donc ça me tient les mains et le cerveau occupé pendant que j'attends. Donc, en tout cas, ça marche. On va te dire, ça fonctionne très bien. Oui, c'est le fun. Oui, ça doit... Je m'excuse, je voulais pas te dire. Chronique Cinéma! Bon, Rubik's Cube, le film, qu'est-ce que vous en avez pensé? S'ils font un film sur Tetris, pensez-tu qu'ils feront pas un film sur le Rubik's Cube à un moment donné? Donc... Ça va être une saga. 5 films. Donc, notre spécialiste cinéma n'est pas ici en ondes aujourd'hui. De valeur, j'aurais aimé ça en jaser avec lui, mais reste que c'est un affaire que j'ai trouvé intéressant. J'ai lu un article cette semaine sur le site Cracked. Je vais nommer mes sources. Donc, c'est un article de Luis Prada qui parle d'un événement qui va être à surveiller d'ici 2 ans. Je vous explique. George Lucas et Spielberg, en 2013, avaient prédit que l'industrie du film, comme on la connaît, pourrait imploser dans un futur rapproché si trop de blockbusters dispendieux sortent en même temps.
OK. La raison étant que ils ont besoin d'une certaine masse de monde disponible pour aller les voir, bien sûr. Les studios se battent pour certaines dates pendant l'année, parce qu'il y a comme 52 vendredis dans une semaine, et c'est pas tous les vendredis qui sont... Dans une année. C'est dans une année. Ouais. Et c'est pas tous les 52 vendredis qui sont égaux. On s'entend. Fait qu'il y a des périodes plus mortes pour le cinéma, d'autres qui sont plus... propices à sortir un blockbuster. Exactement. Hein. Et là, étant donné le succès de certaines franchises de films et de nouveaux studios qui sont apparus de nulle part, tu sais, Marvel Studios avec Disney, ça faisait pas partie des Universal de ce monde, puis des New Line, puis etc., et des autres gros studios, Warner, etc., il est arrivé à nouveau avec une franchise qui fait au moins 2 blockbusters par année, des fois 3. Donc, ça s'est rajouté au nombre. Et ce qu'on prédit, c'est que dans le fond, s'il y a trop de blockbusters, il n'y aura pas assez de monde pour toutes les voir. Ils vont se cannibaliser entre eux. Ça va se dissiper. Et là, même si les films sont bons, même si la prod est écœurante, il y a plein de films qui vont flopper en même temps. Un point de rupture cinématographique. Ils prédisent pour quand, ce point de rupture-là? Eux, ils l'avaient pas prédit en particulier. Mais en 2013, ça risque d'arriver. Okay. Sauf que là, l'article de M. Prada nous parle de 2018 serait peut-être le point de non-retour cinématographique. OK, donc c'est vraiment proche, là. C'est pas, proche. On est proche de la fin. On est proche de l'apocalypse. Exact. L'apocalypse de hollywoodien. Parce qu'on vous explique, dans le fond, il est où le problème? Il y a 52 fins de semaine à exploiter, question cinéma. OK? L'idée, c'est que si je regarde le nombre, OK, bon. C'est sûr que sur les 52, on s'entend que les périodes propices, l'été, après coup, le temps des fêtes, on s'entend, là, je veux dire, tu sais, les Star Wars qui sortent dans le temps des fêtes, c'est comme juste hallucinant. Exactement. Mais il y a au-dessus de 40 films massifs qui vont sortir en 2018. OK, donc c'est sûr, puis là, on est assez proche pour savoir ce qui va sortir déjà. Exact. Donc, ça... Fait que, écoutez la liste, on va s'amuser avec ça. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui est assuré pour 2018 et qu'est-ce qui a été annoncé pour l'année mais qu'on n'a pas de date encore? Oh, attends un petit peu. Le premier, ça va être Tetris, justement. Est-ce que tu l'as dans ta liste? Non. Okay, je vous explique la liste que j'ai. C'est tous des films qui doivent avoir leur fin de semaine à eux pour être rentables. Okay? Sont pas tous de la même envergure, mais c'est tous des films qui peuvent être le blockbuster de leur fin de semaine respective. On commence avec Avenger Infinity War. Sûr. Et annoncé pour 2018. La version cinématographique de Ready Player One, qui est un livre qui a été très populaire aux States, un livre de science-fiction avec plein de références aux années 80, qui va être tourné par Spielberg, justement. Ça me dit vraiment de quoi? Mais ça s'annonce être un gros film, ça. Pacific Rim 2. Bon, okay. Aquaman, de l'univers cinématographique de DC. Qui nous a été présenté là, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, je crois. Ça a été, non, c'est pas Aquaman, c'est le personnage d'Aquaman dans Justice League. Okay. On parle du film en tant que tel d'Aquaman. Il a besoin de sa fin de semaine pour être capable de rentrer dans son argent. Toy Story 4. Le 4e Toy Story. Ça, tu me l'apprends, par contre, je savais pas qu'en sortait un. Ça a versé mon enfance. C'est officiel. Deadpool 2. 2018. C'est ça, là, je vois une certaine tendance qui se dessine, c'est parce que les séquelles s'ajoutent à toutes les nouveaux. OK, on continue. Deadpool 2, Black Panther, un des 3 films de Marvel qui sort cette année-là. On avait Avengers Infinity War, donc Black Panther est le 2e. The Flash, qui est un autre des films de DC, qui va sortir en 2018. How to Train Your Dragon 3. Donc le 3e de Dragon. Hein. Ensuite, Ant-Man and the Wasp. Ça, c'est le 3e film de Marvel. OK. Donc la suite d'Ant-Man. Il va s'appeler comme ça, je savais même pas qu'il s'appelait. Okay. Ouais. Ensuite, Jurassic World 2. Donc, ils veulent faire un autre Jurassic World et c'est prévu pour 2018. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ce film-là? Hein? Aucune idée. Le reboot de la franchise Predator avec, voyons, comment il s'appelle? Shane Black dans le siège du réalisateur. Okay. Qui est un excellent scripteur qui jouait dans le premier Predator d'ailleurs. Qui a scripté Lethal Weapon à l'époque. Qui a scripté le plus récent Nice Guys là, avec Russell Crowe. Là, tu nous l'as bien dit, ce sera pas une suite, ça va être la reprise complète. Là. Exactement. On repart la bon, par contre. Oui, excellent. Oui. The Predator, ça va s'appeler. On parle de 50 Shades Free, donc la suite de 50 Shades of Grey pour ceux qui s'intéressent, mais reste que pour ceux qui s'intéressent, effectivement. C'est une grosse money machine quand même. Jungle Book Origins, donc une nouvelle suite à une nouvelle série de Jungle Book. OK, bon. Celui-là, je sais pas la capacité d'attirer du monde, mais pour les enfants, j'imagine. Mary Poppins Returns. C'est pas Retard que t'as dit, c'est Returns. Non, exactement. Okay, merci. Ensuite, Tomb Raider, ça c'est la nouvelle série de films qu'il va avoir. Basé sur la nouvelle série de jeux, donc ça risque d'être intéressant. Plus réaliste qu'on nous a dit. Avec Alicia Vikander qui a un bon air d'aller comme actrice depuis quelques films. Donc c'est ça, c'est moins basé sur les attributs féminins de Lara, mais beaucoup plus sur le côté exploration. Exactement. Là. Ensuite, Alita Battle Angel, ça c'est basé sur une BD, sur un manga plutôt Battle Angel. Pendant des années de temps,
James Cameron avait essayé de faire le film des années 90, fin des 90, début 2000. Avait pas réussi à le faire. Finalement, ça a été annoncé pour 2018, qui était quand même un très bon film dystopien, là, futur, machine versus humain, tout ça. Ça sera pas un anime, là, ça va vraiment être ça va être en film réel. En réel, okay. Oui. Ensuite, on a Fantastic Beasts and Where to Find Them 2, donc la nouvelle série dans l'univers d'Harry Potter. Le premier sort cet été. Le deuxième va sortir dans 2 ans, en 2018. Il y a un 2 de ça, en tout cas. Oui, ben là, si est bon, je suis pas contre. L'univers est quand même riche, tu sais, puis permet d'aller chercher peut-être une autre franchise de... Parce que ça se passe dans le passé, ça se passe au début des années 20, puis ça se passe en Amérique du Nord. Moi, honnêtement, je vois un potentiel à ça. Mais j'ai pas vraiment aimé le Harry Potter de base, mais ça, j'y vois un potentiel réel. Effectivement. Ensuite, The Secret Life of Pets 2, bon, un film d'animation pour enfants. On parle d'un film d'animation de Spider-Man qui va sortir, qui n'a pas de titre encore. Hotel Transylvania 3. The Wolfman, aucune idée. Wreck-It Ralph 2. OK. Le film de Han Solo de Star Wars. Oui. C'est pour cette slot-là. Ensuite, Transformers Bumblebee spin-off. Donc, il y aurait un spin-off de Bumblebee annoncé pour la série Transformers. Maze Runner, qui est une série de films. Il y en a 2 sortis jusqu'à maintenant. Le 3e sort en 2018. How the Grinch Stole Christmas, donc une nouvelle version du Grincheux vole Noël. C'est toujours très bien dans le temps de Noël, honnêtement. Ensuite, une nouvelle comédie musicale animée de Disney qui va s'appeler Gigantic. Hein, c'est comme le seul qui a pas de... Ça fait pas partie d'une... Et voici des films, 7 autres films, qui sont prévus pour la slot de 2018, mais qui n'ont pas encore eu de date définitive. On parle de Madagascar 4, Independence Day 3. Oh non. OK. Gambit et le spin-off de X-Men, dans le fond, là. Gambit, qui avait été annulé. Puis qu'on attend depuis très longtemps, d'ailleurs, qui a un potentiel quand même vraiment bon. The Invisible Man, ils veulent refaire une franchise avec ça, probablement avec le but de ramener les Universal Monsters ensemble, Dracula, Frankenstein, etc. Venom, donc un spin-off de Spider-Man qui serait prévu pour ces dates-là. Uprising, ça c'est le prochain film de gros budget de Bryan Singer. Dans le fond, Bryan Singer, Superman Returns, puis les X-Men. OK? Ça se trouve à être une guerre sur la Lune. Ouais, ça donc ça a l'air d'être à gros budget. Okay. Et Mission Impossible 6. Donc, comme vous allez le voir, on a au-dessus de 40 films qui ont besoin de leur fin de semaine pour être rentables. Il va y avoir beaucoup de films qui vont tomber au combat dans cette année-là. Comme je voyais, comme Mikey disait, premièrement, il y a quoi, c'est plus que la moitié, c'est des suites. Oh, oui, donc déjà là, tu sais, je veux dire, bon, si t'es déjà, mettons, fan d'une série, puis t'as aimé le premier exemple Deadpool et autres, c'est sûr que les gens, bon, je pense que ça va se vendre relativement facilement. Deuxième chose que je remarque, c'est que il y a des films qui peuvent cohabiter ensemble la même fin de semaine. Exemple, un film pour d'animation pour enfants versus un film très très sérieux. Tout ça, ben tu sais. Mary Poppins puis Deadpool 2. Mettons ensemble. C'est ça, c'est cannibalisme de la famille puis tout le monde y va. C'est pas tant les films qui vont être d'une histoire différente qui vont être le plus touché. C'est que t'as des films qui vont seulement avoir une semaine pour faire leur argent. Parce qu'il y a au-dessus de 20 slots qui sont collés à une semaine près. Tu parles dans les exemples que le gars de l'article mentionnait. Il disait, exemple, Black Panther va n'avoir qu'une seule semaine avant la sortie de Pacific Rim 2. Et qui va aller chercher à peu près le même public. Donc, par contre, il y a un élément qui n'était pas compté à l'époque qui pourrait réchapper la plupart de ces franchises-là. C'est-à-dire que quand on parle de flop possible, c'est dans le niveau domestique. Donc, c'est-à-dire en Amérique du Nord. Okay. Hollywood compte ça comme ça pour les succès ou les flops. Cependant, il y a certains des films là-dedans qui ont été des flops ici, qui ont une suite quand même. Pourquoi? Parce qu'ils ont été énormément rentables en Asie. Donc, on parle Europe. C'est ça. Pacific Rim est un bon exemple. Qui était, selon moi, un excellent film. Là. J'ai capoté. Honnêtement, je peux pas t'en parler, je l'ai pas vu. Ah, c'est malade. C'est les robots géants puis les Mech Warriors, de genre Mech Warriors énormes. Là, ouais. C'est parfait. Là. Okay. C'est exactement ça. Donc, ce qui est arrivé, c'est Pacific Rim, n'a fait que 101 millions domestiques sur un budget de 191. Donc, théoriquement, c'est un flop. Ouais. Oui, mais il a fait 114 millions en Chine, avec un total de 411 millions over the world. Okay. Donc, ça le met de façon très rentable. Warcraft n'a fait qu'un pathétique 46 millions. Mais il a fait 376 millions worldwide parce que 160 millions juste 156 millions juste de la Chine. Tu es en train de me dire que Warcraft a été moins payant all over the world que Pacific Rim? Oui. Aïe. Mais par contre, Warcraft, en Chine, a planté toutes les box-office de Star Wars puis de tous les films de Marvel.
OK, fait que vraiment, dans le fond, on le fait maintenant pas juste pour l'Amérique du Nord. Là, non, c'est que là, la Chine aime les films à grande envergure. Il n'avait pas de films de cette envergure-là avant, pour ce qui est des affaires comme cataclysmiques, des gros... Donc, ce genre de cinéma-là va faire énormément d'argent au box-office chinois, qui, eux, se développent un pouvoir de consommation qu'il n'y avait pas avant. Donc, ça va peut-être permettre la survie de certains de ces films-là. Là. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est les implications de l'après-apocalypse hollywoodien. C'est-à-dire, après le point de rupture, c'est quoi les petites choses qui vont, les rubbles qui vont rester là, debout. Là. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, ce qui va arriver, c'est que ce que le monde prédit en général, ok, ben, je vais y aller avec mon opinion personnelle, parce que j'essaie de lire l'article, puis il dérape sur d'autres choses dans la fin de l'article, finalement. Il parle pas vraiment des conséquences de ça. D'après toi, Eric. D'après moi. Ok. C'est que de un, ce qui arrive, c'est que les studios, depuis quelques années, ont commencé à refaire avoir la même mentalité que dans les années 90, c'est-à-dire de se foutre du scénario puis de la qualité du film. Tant que les effets font la job, on le fait puis on met de l'argent dedans. Pourquoi? Parce qu'avec un nouveau public qui est encore néophyte dans cet univers de film-là, est moins difficile sur les technicalités. Okay? Donc, à partir de là, c'est pour ça que la franchise Transformers a été extrêmement populaire. Okay. C'est la raison pour laquelle j'écoute de moins en moins de genres de films comme ça, parce que j'ai toujours l'impression de l'avoir vu 12 fois. Exact. À 35 ans, à 34 ans, 30 ans, même à, on en dirais, a là, vu, ça fait 20, à 28 ans, j'ai commencé à penser ça tout le temps. Là. On reconnaît les patterns. C'est ça, c'est tout le temps ma affaire. Exemple, là, des fois, je regarde un film avec ma copine, puis j'ai dit, s'il arrive telle affaire, je me lève puis je m'en vais. Je fais d'autres choses. Il arrive ça, je me lève puis je m'en vais, je le finis pas. Pourquoi? Parce que c'est frustrant, ça fait juste comme voler mon argent, on dirait. Fait que c'est exactement ce que tu dis, là. Et nous, dans le fond, le public qui est plus averti, dans le fond, que plus vu dans le fond, ces rhétoriques-là revenir de façon récurrente, de film en film. Nous, on se dirige tranquillement pas vite vers les séries télé, qui ont reconnu un énorme regain dans les 10-15 dernières années, où c'est que là, tout est basé sur la qualité du script et la qualité de casting et des acteurs. Alors, c'est là qu'on va avoir notre pain puis notre beurre, avec aussi certains films de qualité qui sortent quand même, mais pour ce qui est des films à grand déploiement, c'est plus le public popcorn que tu vas chercher, le mainstream, les gens qui, oui, connaissent le cinéma, mais ceux qui connaissent rien là-dedans non plus. Là. T'essaies d'aller tirer tout le monde puis s'en mêler là-dedans. Là. Donc, de là, ça va peut-être comme... Ça va faire désapprendre à certains des studios que finalement, non, on peut continuer de faire des films à gros effets puis on se sac du reste puis parce que la Chine va les faire vivre quand même. Puis peut-être aussi que, bon, tu sais, oui, tu parlais de vraiment des séries télé, là, je pense à Breaking Bad, je pense à tout ça, là, qui vont vraiment aller chercher un public là, vraiment, tu sais, plus peut-être qui connaissent un peu plus, là, qui veulent un scénario peut-être un peu plus détaillé. Mais il y a aussi le jeu vidéo qui va aller chercher certaines personnes aussi, là, avec des bons scripts, avec des bonnes histoires dans lesquelles tu peux faire le jeu, exemple, 3 fois puis aller chercher 3 fins différentes ou 14 fins différentes ou autres. Ça aussi, ça va aller chercher des gens. Fait que il y a beaucoup de gens qui ne sortent plus pour aller au cinéma parce qu'ils se disent de toute façon, j'ai tout ça chez nous. Tu sais, je peux tout faire ça chez moi. Il y a des jeux dont les jeux dans lesquels la narrative est le principal outil de gameplay, entre guillemets, sont devenus relativement populaires dans les dernières années. Je veux dire, au moment où le jeu de Walking Dead de Telltale a gagné jeu de l'année, qui est un jeu entièrement basé sur ta façon d'analyser le scénario et de jouer avec cette aventure-là, comme les livres dont héros de l'époque, mais version jeu vidéo. À partir de là, ça a rouvert une boîte de Pandore sur ces jeux-là. Aussi Heavy Rain. Heavy Rain, c'est, je pense, tout dans le fond, cette compagnie-là là, qui a fait Heavy Rain, qui a fait aussi Beyond Two Souls. Exactement. C'est vraiment des... Puis là, il y a Detroit qui s'en vient. Becoming Human, je pense. Il s'appelle juste Detroit, je pense, mais en tout cas, je sais, mais oui, c'est vrai, Becoming Human, quelque chose comme ça, qui va sortir là, dans les prochains mois ou l'année prochaine. Un tantinet prétentieux comme jeu, mais reste que c'est un jeu qui est basé complètement sur la narrative. Si vous avez jamais fait Heavy Rain, PlayStation 3, allez faire ça. Et puis d'ailleurs, il y a une édition qui est sortie sur PlayStation 4, je crois, pour une $30. Oui, c'est vraiment un achat là, à faire. Donc, c'est un jeu qui non seulement dépend d'un script solide, mais te permet de jouer avec. Et on parle pas aussi des jeux dans lesquels le script était comme avec les frissons. On en a parlé les dernières semaines. Là. On parlait de Last of Us, on parlait de Red Dead Redemption, on parlait de... Il y a même des gens, tu sais, tantôt tu as parlé des Telltale, des games, là, tous les jeux de Telltale d'ailleurs. Il y en a sorti un de Batman cette semaine, mardi. Le premier épisode est sorti et ils promettent d'ailleurs de donner tous les épisodes, les 5 épisodes prévus pour 2016. Donc, ils vont vraiment sortir rapidement. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce que c'est véritablement un jeu? Tu sais,
sais, est-ce que ça répond vraiment aux standards du jeu vidéo ou ça répond plus aux standards cinéma? Tu sais, il y a vraiment, Est-ce que c'est vraiment une un débat, série là, animée interactive exactement. plus qu'un jeu vidéo? C'est ça, tu sais, un peu comme on avait Vidéoway à l'époque, là, où Oui, t'avais c'est un ça. ascenseur qui montait puis descendait, dépendamment des questions que tu répondais. Ben, Ou des films interactifs, les jeux vidéo. À l'époque, je me rappelle, à l'époque, au PC, t'avais des jeux à la Fantasmagoria, t'avais Fox Hunt, t'avais une couple de jeux, dans le fond, c'était des séquences filmées, puis dépendant des choix que tu faisais, ça déclenchait une nouvelle séquence, puis tu regardais ça défiler devant les yeux. C'est un film, finalement, en bout de piste, Exactement, tu sais, puis c'était des jeux qui étaient comme... qui avaient cette particularité-là d'être vraiment... le support était complètement... Dragon's Lair aussi était un dans les premiers là, qui faisait. Moi, je pense vraiment que l'avenir, surtout avec le VR et tout ça, là, l'avenir est là. Puis le cinéma va perdre sa place parce que le cinéma, tu peux pas faire ce type d'expérience-là collectivement. On peut le pas cinéma être va 30 reprendre autour. le rôle qu'il y avait dans les années 80-90, c'est-à-dire de montrer des choses qui, sur un grand écran, vont complètement nous jeter à terre. Et ce qui va être plus cérébral sera pas nécessairement sur un grand écran, pas besoin de l'être. Ben, c'est va ça. être plus disponible de façon domestique. Donc, je serais pas exclu, je serais pas surpris. Puis ça se discute déjà que Netflix, à un moment donné, pour un prix premium ou avoir un deal avec certaines compagnies, que des films sortent au cinéma, puis peut-être une semaine après sortent sur Netflix. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est qu'ils vont essayer de faire une première fin de semaine pour aller chercher quelques dollars pour, bien sûr, les diffusions en salle. Imagine que ça Mais par coûte, la suite, va tout de suite être disponible sur ces plateformes. Mettons, charge-moi, mettons, un 50$, un 40$ par mois là, pour faire ça. Là. Moi, je l'achète là, parce que quand je vais au cinéma avec ma copine, genre 2 fois par année, ça me coûte 100$, maudit. Non, mais avec le popcorn, puis ta patente, ça me coûte 80$, puis j'ai même pas, tu sais, j'ai vu un si seul je pouvais les film. voir à 2 semaines mettons, à 2 semaines après, puis ça me coûterait, mettons, 30-40$ par mois. Pourquoi pas? Ça me dérange pas pantoute, là, je vais Pourquoi le pas? payer. Exactement, ça stream bien, puis les forfaits Internet deviennent de plus en plus sympathiques à la cause des streamers. Ouais, donc, moi, j'ai un accès limité chez nous, ouais, j'ai pas le choix. ça. là. Mais ouais, c'est ça. Dans le fond, ça fait partie de la réalité maintenant de ceux qui écoutent la télé, qui écoutent des séries. Le sujet Stranger Things qu'on parlait récemment sur Netflix, ça a été bingé par la plupart du monde à l'intérieur de 48 heures. Ah C'est oui. comme... parce que la série est écrite aussi pour pas que t'ailles à te rappeler ce qui s'est passé la semaine dernière dans l'épisode, avoir toujours des résumés. Ben, ça présume que tu vas l'écouter d'un coup, tu sais. Mais Eric, t'as parlé d'un sujet très intéressant et pour ça, Oui. l'échec du test que je t'ai fait passer tout à l'heure, Bon. ben je l'annule, voilà. Alors, Oh, c'est bien. La chanson de la semaine. Non, on peut l'entendre, ma chanson de Camille. on peut l'entendre, ta chanson de Camille. OK, The Enjoyable Face Remodeling, c'est bien ça? C'est ça. OK, donc on écoute ça sur les ondes des Geeks contre-attaque.
Alors, on vient d'entendre un Enjoyable Face Modeling, voilà, Remodeling de Shawoogan. C'est disponible sur ocremix.org. Un remodelage de face qu'on aime bien. Ouais, c'est ça. Remodeler la face. Ouais, c'est ça, parce que Camille, c'est un peu ça qu'elle fait à grands coups de bottes d'armée dans la gueule. C'est pas mal, ça fait comme pas mal. Elle me l'a jamais fait, mais j'imagine que ça doit pas faire du bien. C'est à cause de ses cuisses. Elle a tellement des cuisses. Ah oui. C'est fou. Effectivement, elle est cuissée. Ouais, 2 fois plutôt qu'une. Donc, c'est ce qui met fin à cette édition du samedi 6 août des Geeks Contre-Attaque. Alors, Stéphane, merci. Petit mot de la fin? Merci, yes. Oui, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par le voyage à New York de Arcade Québec pour aller jouer au Pokémon les 27 et 28 août prochains, arcadequebec.com pour venir vous inscrire. Merci. Là. Go Team Instinct! Yes, Mikey? Ah oui, Go Team Instinct. Non, merci Eric, merci Stéphane, merci. Ça a été très productif comme émission. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter, SoundCloud, YouTube, etc. Chez Bandoneon suit à l'instant. Donc, c'est avec un grand plaisir que ça fut le fun pour moi d'animer l'émission aujourd'hui. Qu'est-ce que je viens de dire là, moi? On se pogne la semaine prochaine. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks Contre-Attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. CKRL 89.1